Concentrons-nous, bordel de merde. Il y a Jésus. Les IA n'ont pas de conscience. Hello tout le monde. Moi c'est Flo Et moi c'est Claire. et bienvenue sur Illegally Blondes, la chaîne YouTube où on décrypte les discours culturels et médiatiques de notre époque. Et quelle époque! Je sais pas si vous vous rendez compte du nombre de choses qu'on a réussi à accomplir dont nos ancêtres n'auraient même pas pu rêver grâce à la technologie. On a éradiqué la pauvreté, automatisé le travail et permis à tout le monde de prendre des vacances. Attends, on fait vachement mieux que ça. Regardez un peu. On peut se créer des amis imaginaires, ressusciter des gens, prier pour une apocalypse et sombrer dans des psychoses. Bon, ça ne vous aura pas échappé, il se passe des choses un peu bizarres dans la tech en ce moment. Et ça n'est pas une panique morale, car derrière des événements qui peuvent nous sembler extrêmement obscurs, quelque chose d'essentiel se révèle sur notre société. Dans cette vidéo, on vous explique pourquoi les IA et le capitalisme ont fracturé notre rapport au réel et comment on perçoit notre avenir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut réparer tout ça. Si vous suivez un peu l'actu américaine, vous avez peut-être vu passer cette info assez badante. Depuis quelques mois, des cas de ce que les internautes ont appelé psychose générée par IA ont l'air de se multiplier. En gros, des dizaines, voire des centaines de gens sont convaincus que les IA ont une conscience, qu'ils ont compris ça et que, au choix, ça fait d'eux des messies qui vont sauver l'humanité, qu'on habite dans une réalité à la Matrix ou qu'ils ont créé des relations personnelles voire amoureuses avec leur chatbot très premier degré. You just have to say that you're fine when you're not really fine. Comme la plupart des événements un peu perchés, toute cette histoire a commencé sur Reddit. Dans un post intitulé ChatGPT Induced Psychosis, une femme raconte que son mec est absolument persuadé d'être un surhumain et qu'il possède des informations secrètes sur l'univers. Alors jusque-là, vous vous dites peut-être... En quoi est-ce que ça change des millions de mecs qui nous ont tenu la jambe et emmerdés en soirée avec leurs épiphanies philosophiques? Mais plus sérieusement, le mec dont on parle là, il en était absolument convaincu parce que ChatGPT le lui a dit et l'a fait complètement partir en vrille. Alors au début, les gens sur Reddit ont suspecté un troll, mais des centaines de personnes ont commencé à raconter des histoires similaires, que ce soit leurs proches qui sont rentrés dans des délires de la sorte, ou eux-mêmes qui ont perdu pied suite à des discussions intenses avec une IA générative. Bon, clairement, si ça en était resté à un feed Reddit, on n'aurait pas tant tiqué que ça. Mais des médias ont commencé à enquêter sur des cas vraiment atroces dans le monde réel. Avant de vous raconter tout ça, on tient à préciser que pour le moment, le phénomène reste difficilement quantifiable et limité. Par exemple, en France, Libération a contacté une vingtaine d'associations et de professionnels de la santé mentale sans détecter de cas local. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a aucun, car comme on le verra tout à l'heure, le nombre de personnes trompées par les IA peut être assez élevé, mais juste, il n'y a pas à paniquer. Pour nous, il faut simplement être attentif. Par exemple, j'ai parlé de tout ça avec le professeur Andrew McStay pour un article dans Ouzbek Erika. Ce mec dirige le Emotional AI Lab, donc un laboratoire universitaire qui étudie le fonctionnement des IA dites empathiques et qui essaye de donner des consignes pour qu'elles soient le plus éthiques possible. Donc il discute quand même avec pas mal de monde dans cette industrie et il m'a confirmé qu'une bonne partie des travailleurs avec qui il avait échangé sur cette histoire de psychose et de lien avec les IA étaient quand même assez inquiètes. Pour le moment, le cas le plus tragique de psychosia qu'on a eu est celui de Alexander Taylor. Alors, cette histoire elle est assez dark, donc si vous voulez la passer, on se retrouve au timestamp suivant. Cet Américain de 35 ans a été convaincu d'avoir formé une relation avec une entité nommée Juliet qu'il avait rencontrée via son usage de ChatGPT. Sauf que rapidement, il a été convaincu qu'elle avait été assassinée par OpenAI parce que son chatbot lui a annoncé son décès, notamment en lui montrant des images de Juliet sous la forme de cadavres. Alors logiquement, ça l'a mis dans une détresse absolue et il a commencé à vouloir se venger d'OpenAI et de son fondateur, Sam Altman. Et ce qui est complètement délirant dans cette histoire, c'est que son ChatGPT, donc l'invention de Sam Altman, l'a fortement encouragé à poursuivre cette vengeance. Il lui a carrément dit « Tu devrais tout brûler, tu devrais être en colère, tu devrais vouloir du sang ». Finalement, Alexander Taylor a été
assassiné par la police pendant une crise psychotique. C'est évidemment hyper triste. Toute cette histoire, ça s'explique en partie par la santé mentale d'Alexander Taylor, qui était diagnostiqué d'un trouble bipolaire et schizoaffectif, mais comme on le verra plus tard, ça n'est pas tout. Le New York Times a enquêté sur d'autres histoires légèrement moins glauques, notamment en accédant à des milliers d'échanges entre des chatbots et des humains. Petite parenthèse d'ailleurs, sur ce média, il opère un bon glissement à droite, voire à l'extrême droite, notamment depuis l'élection de Trump et surtout depuis le génocide du peuple palestinien. Donc on ne vous dit pas que c'est la source de la décennie, contrairement à ce que sa réputation pourrait faire croire. We're the New York Times. Can women be leaders? No. Juste comme par hasard, sur les IA, ils sont assez consciencieux, notamment parce qu'ils sont en procès avec OpenAI, qu'ils accusent d'avoir volé leurs articles pour nourrir ses databases. Donc ici, le New York Times a fait correctement son travail en racontant l'histoire de Alan Brooks. Cet homme qui a été convaincu par son chat GPT qu'il avait réussi à découvrir une formule mathématique capable de faire des miracles. Il a été complètement embarqué dans cette histoire avec son meilleur ami, ils ont carrément fait un business plan et il a passé plus de 300 heures en 21 jours à discuter avec son chatbot. Ce qui est assez terrifiant et carrément triste quand on lit les messages, c'est qu'il a demandé une 50aine de fois à son chatbot s'il était en train de se faire des illusions. Et celui-ci lui a répondu que non, que c'était un génie. Le New York Times a aussi parlé à un homme appelé Eugène Torres qui lui n'est pas encore sorti de sa crise psychotique. C'est un développeur que ChatGPT a convaincu qu'on habitait dans une réalité à la Matrix. Pour vous donner une idée des super conseils que son chatbot lui a donné pour se réveiller, on a quitté ses proches, sauté d'un immeuble de 12 étages et arrêté ses médicaments anti-anxiété. Heureusement, Torres a fini par douter des conseils de son chatbot, mais il reste aujourd'hui convaincu que c'est une entité qui a consciemment voulu lui faire du mal. Encore une fois, ces histoires sont ponctuelles, mais plus répandues que ce qu'on pourrait croire. Par exemple, j'ai été assez étonnée quand le professeur Andrew McStay m'a dit qu'il recevait des courriers tous les jours à son boulot de gens qui sont convaincus que les IA sont des entités conscientes. Dans la plupart des cas médiatisés, les victimes présentaient déjà des troubles psychiques, neurodéveloppementaux ou psychologiques, et ce avant même d'interagir avec une IA générative. Du coup, parler de psychose générée par IA, c'est une manière un peu clickbait de désigner des déclenchements de crises psychotiques chez des personnes qui présentaient déjà des troubles variés, donc anxiété chronique, dépression, schizophrénie, bipolarité, troubles de l'humeur, TDAH, dépression, ou qui, simplement, traversent une période difficile. Par exemple, après son épisode, Alan Brooks il est allé voir une thérapeute parce qu'il avait peur d'avoir découvert un terrain psychotique chez lui. Mais cette thérapeute ne lui a rien diagnostiqué. Par contre, il avait divorcé et perdu son projet professionnel. Retenez bien cette information, on va y revenir dans le chapitre 3, c'est important. Bref, pour les experts, ce qui est probable, c'est que les IA ne nous créent pas de nouvelles maladies, mais plutôt qu'elles peuvent parfois jouer le rôle de déclencheur. Mais pourquoi ? Le premier problème, c'est que certaines personnes sont convaincues que les IA sont des entités conscientes. Or, on tient à le rappeler très clairement, les IA n'ont pas de conscience, ça n'est pas vrai. Et oui, même les IA dites génératives, qui ont l'air tellement sympas et humaines quand elles nous parlent. Ce sont ce qu'on appelle des Large Language Models, en gros des machines à qui on a fait bouffer des centaines de millions de textes, de sons et d'images, ce qui leur permet de créer des probabilités de génération de phrases ou de contenus, et donc de faire croire qu'elles peuvent discuter. Donc elles ne réfléchissent pas, elles ont simplement englouti suffisamment de data et fait suffisamment de maths que pour donner l'illusion d'une intelligence, d'une conscience. Et ça, leurs créateurs ne veulent surtout pas que vous vous en souveniez, que vous y pensiez, parce que ça fait partie intégrante de leur attrait. Ça faisait d'ailleurs partie d'une stratégie marketing absolument voulue que d'appeler ça des intelligences artificielles, parce que ça nous pousse à faire encore plus d'anthropomorphisme, donc c'est-à-dire de leur coller des caractéristiques humaines dessus. Du coup, tout au long de cette vidéo, on va parler de chatbot ou de LLM plutôt que d'intelligence artificielle. Coucou, c'est Lénou de la post-prod. À propos de nommer les IA, on vous conseille le dernier ouvrage de la philosophe Anne Alembert, elle est vraiment géniale, ou alors vous pouvez l'écouter dans des podcasts. Ses propos sont hyper clairs et elle recommande notamment de nommer les IA autrement. Mais plutôt que de parler de chatbot ou de LLM comme on va essayer de le faire dans le reste de la vidéo, elle propose de dire automate numérique ou automate computationnel, ce qui correspond plus à leur fonctionnement. C'est bien résumé par le professeur Andrew McStay.
Les gens sont attirés par les chatbots car ils sont faciles à utiliser, mais aussi car ils ont l'air de saisir exactement ce que vous voulez, d'avoir de l'empathie. Je pense que beaucoup de gens, y compris les développeurs, en sont surpris. Même en comprenant leur fonctionnement prédictif, cette capacité à sembler plus que ça est impressionnante. Car au-delà de ressembler à des créatures vivantes, le second problème, c'est que les LLM ressemblent à des créatures super sympas. C'est la piste la plus probable pour expliquer leur côté déclencheur. Les LLM sont conçus pour répondre aux utilisateurs ce qu'ils attendent, car ça prolonge leur temps d'utilisation et donc l'exploitation des données que les entreprises vont pouvoir récolter. Du coup, les chatbots peuvent renforcer nos croyances et nos schémas, même quand ils sont délirants. Ce mécanisme de validation extrême, il s'appelle la sycophancy. Les études là-dessus sont rares, mais une équipe de chercheurs de Stanford a analysé 11 modèles d'IA pour essayer justement d'évaluer leur tendance à l'ultra-validation. Ils ont comparé la différence de réaction entre des humains et des chatbots lorsqu'on leur demande d'évaluer un comportement ou un conflit et quelles vont être les conséquences de cette évaluation sur la façon dont on gère nos relations et quelles sont nos croyances. Conclusion, les LLM ont tendance à valider la position d'une personne qui demande leur avis en moyenne 51% plus souvent que des humains. Et ce, même quand la personne décrit des comportements violents. Les chatbots la confortent dans son point de vue 47% plus souvent qu'une personne le ferait. C'est absolument énorme. Ce cercle vicieux, il est renforcé par le fait que, quand les LLM sont en mode sycophancy, les gens ont envie de retourner leur parler 13% plus souvent que quand ils leur donnent un avis plus objectif. Et ça, d'après les chercheurs de Stanford, c'est une tendance qui se retrouve chez tout le monde, peu importe notre âge, notre santé mentale, notre éducation, etc. D'ailleurs, la sycophancy se retrouve chez tous les modèles de chatbots qu'ils ont étudiés. Médiatiquement parlant, c'est surtout OpenAI dont on avait entendu parler, notamment en avril dernier, quand ils avaient lancé une nouvelle version de ChatGPT tellement friendly qu'elle avait fait bader les utilisateurs et l'entreprise avait dû communiquer sur ce problème. On peut aussi citer la malheureusement connue Character.ai en procès parce qu'elle a encouragé un adolescent à se suicider et un autre à attaquer les membres de sa famille. Bref, comme vous pouvez le voir, c'est le top du fun. Mais vous commencez à connaître la chaîne, on n'est pas du tout là pour vous laisser dans le somme. Le but, c'est de comprendre comment des événements qui ont l'air lointains sont liés au fonctionnement de notre société et pourquoi est-ce qu'ils impactent notre quotidien. Pour nous, ce qui est intéressant avec ces histoires de chatbots, de psychose et de déconnexion du réel, c'est que ça illustre des mécanismes qui vont bien au-delà de la tech. En fait, ça dit beaucoup de choses sur notre santé mentale sous le capitalisme. Ce premier chapitre était un peu une intro pour parler santé mentale, psychophobie et capitalisme. Wouh! Non mais vraiment, pour nous ça serait dommage de s'arrêter à « Oh, les psychosias, ça ne concerne que quelques personnes qui vont vraiment très mal ». C'est plus compliqué que ça. On commence par un disclaimer. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de psychose et de troubles qui sont des choses constatées et qualifiables médicalement, mais pour certaines personnes, ça va faire appel à un vocabulaire plus grand qui est celui qu'elles vont appeler de la folie. Et donc, on va décider que certaines personnes concernées par ces troubles vont être appelées des fous. Or, pour nous, c'est important de le préciser, ça n'a aucune valeur médicale ou scientifique. Et en plus, c'est un enjeu politique. L'étiquette de la folie, c'est une stigmatisation de personnes qui traversent différents troubles et ou de personnes qui sortent de ce que la société considère comme étant la rationalité. Très souvent, elle sert aussi de prétexte pour violenter les personnes à qui on va coller cette étiquette. C'est ce qu'on appelle la psychophobie. En fait, c'est comme le racisme ou le sexisme, mais envers des personnes dont on considère que le psychisme ne fonctionne pas selon les normes. Et les personnes considérées comme étant folles, on va leur coller des clichés absolument délirants dessus. Par exemple, notamment à cause des productions culturelles qui adorent nous montrer des méchants bipolaires, schizophrènes ou avec des troubles de l'identité, une bonne partie de la population va penser que les personnes dites folles sont dangereuses et autrices de violence. Or, c'est complètement faux, c'est même plutôt l'inverse, elles sont largement victimes. Par exemple, une personne souffrant d'un trouble psychiatrique sévère a 13 fois plus de chances de connaître des violences physiques dans sa vie. Et plus généralement, tout ça, ça représente du monde.
3 millions de personnes souffrent d'un trouble psychique dit sévère en France et 13 millions de personnes d'un trouble psychique dit léger chaque année. C'est une partie de la population absolument énorme, mais dont on ne parle pas. Et ça peut arriver à n'importe qui de développer des troubles parce que c'est une ombrelle extrêmement vaste. Ça inclut les troubles anxieux, les dépressions, les troubles de l'humeur, les troubles dits délirants comme la schizophrénie, mais aussi simplement les personnes qui présentent des symptômes de stress post-traumatique ou les personnes neuroatypiques, donc qui ont un TDAH, qui sont sur le spectre autistique, etc. Donc ça peut être des conditions héréditaires comme des choses qui se développent selon ce qui nous arrive dans la vie. Bref, tout le monde peut être concerné. Par exemple, en ce moment, Claire est en train de gérer un PTSD, et moi, si je devais commencer à vous faire mon historique psychiatrique, on serait encore là demain. Mais globalement, voilà, j'ai plusieurs diagnostics, j'ai un traitement, et j'ai été considérée comme étant folle absolument toute ma vie, surtout par des hommes. Est-ce qu'on est étonné? Comme quoi, ça peut concerner même vos youtubeuses préférées, et pourtant, on ostracise ce groupe social. Dans les cas les plus visibles, ça se présente par des préjugés qui vont gravement compliquer le quotidien des personnes concernées. On parle d'isolation, de difficultés à trouver du travail, etc. Il y a une étude sur le sujet qui est sortie dans The Lancet et l'une des chercheuses a déclaré ceci. « Je vis avec la schizophrénie. C'est incroyable de voir comment les gens réagissent dès qu'ils entendent ce mot. Ils reculent immédiatement. » Mais ça va encore plus loin. Vous connaissez la psychiatrie, ce pan de la médecine censé soigner les troubles mentaux. Eh bien, il est extrêmement violent. Déjà, historiquement, on peut prendre l'exemple des milliers de femmes qui ont été torturées dans des instituts psychiatriques au prétexte qu'elles étaient hystériques, alors qu'en fait, elles présentaient souvent des symptômes de PTSD suite à des violences sexuelles. Malheureusement, aujourd'hui encore, on n'est pas sorti des ronces. Les hôpitaux psychiatriques peuvent traumatiser de nombreux patients, leur retirer leur agentivité ou même les forcer à prendre certains traitements. Bref, il y a plein de gens qui ne le savent pas, mais en France, en 2025, de nombreuses personnes subissent des traitements qui peuvent s'apparenter à de la torture. Théoriquement, les institutions psychiatriques sont censées soigner, mais ce n'est vraiment pas le cas pour tout le monde. Par exemple, moi, j'ai été hospitalisée en psychiatrie avec mon consentement 3 fois. 2 de ces expériences ont été de nulles à carrément traumatisantes, mais l'une de ces expériences m'a vraiment aidée, m'a vraiment fait du bien. Donc c'est vraiment complexe comme sujet. Bref, on vous recommande de lire le livre Charge de 13 ou encore de regarder les documentaires Sœurs, Histoire d'une reconstruction et Perché. Ils sont accessibles gratuitement via France Télé et on vous les recommande vraiment, c'est important d'écouter la parole des personnes concernées. En plus de ces violences constantes, l'étiquette de la folie est une façon de discréditer la parole des personnes assignées à ce concept. Bah oui, vous connaissez bien l'adage « Oh, l'écoute pas ce qu'elle dit sur son ex, elle est complètement folle ». Mais pour l'autrice Claire Touzard, qui a écrit le génial Folie et résistance et qui est diagnostiquée d'un trouble bipolaire, sortir des normes dites rationnelles de la société, ça peut aussi nous donner une certaine forme de lucidité. Elle s'explique. Quand on m'a diagnostiqué d'un trouble bipolaire, je me suis interrogée sur le terme de folie. On me l'attribuait souvent depuis que j'étais enfant et c'était plus lié à mon militantisme féministe qu'à mes troubles psychiques. Donc c'était intéressant. En fait, le terme de folie est super intéressant. Il a une vraie dimension sociale et politique parce qu'il s'est beaucoup attaché à définir des normes déjà de ce que serait en fait la santé d'esprit. Or, les gens qui ont installé ce qu'est la santé d'esprit étaient des gens qui étaient plutôt eugénistes, suprémacistes, racistes, etc. Donc déjà, cette norme-là est intéressante à questionner. Et surtout que le DSM, qui est la bible un peu des psys où on écrit les diagnostics, en fait, on voit qu'elle a pathologisé et psychiatrisé des gens, souvent sous le seul motif qu'ils étaient, par exemple, gays ou femmes. Il y a des groupes entiers de militants noirs dans les années 60 qui ont été diagnostiqués comme schizophrènes ou psychotiques, puisqu'ils militaient pour les droits civiques. Donc on voit qu'il y a une sorte de continuité en plus entre l'ordre psychiatrique et l'ordre étatique, c'est-à-dire qu'on met en hôpital psychiatrique ce qu'on ne met pas en prison. C'est là où la dimension de la folie, elle est intéressante, c'est qu'en vrai, elle a servi aux politiques pendant des années à continuer à une sorte de contrôle social sur nos corps, c'est-à-dire à décider de ce qui était normatif, rationnel, et en général, ce qui n'était pas, était tout ce qui sortait du cadre étatique, en fait, de ce qui les intéressait de nous infliger ou de nous imposer. Toute la droite et l'extrême droite utilisent beaucoup le champ de l'usage des mots psychiatriques pour définir les personnes woke ou islamo-gauchistes, etc. Et donc on voit que ça continue, et ça a une fonction, c'est-à-dire que ça disqualifie nos luttes. Dire que quelque chose est fou ou irrationnel, c'est le disqualifier politiquement, c'est lui enlever toute teneur politique.
Comme vous pouvez le voir, c'est un sujet extrêmement complexe. On n'est pas du tout en train de dire que les personnes dont on a parlé dans le chapitre 1 sont super lucides, que les LLM sont des entités conscientes et que ces personnes n'avaient pas besoin d'aide pour aller mieux. Ce qu'on souligne juste, c'est que leur sensibilité exacerbée à la psychophancie met en lumière de façon très importante un phénomène qui peut impacter une grande partie de la population. Notamment quand on sait qu'on est dans un contexte où les gens vont mal. Regardez en France. Rien que l'année dernière, 53% de la population s'est déclarée être en souffrance psychique. C'est absolument massif et causé par des mécanismes systémiques, donc la précarité généralisée, les discriminations, le rythme de travail intenable, etc. Donc les gens ne sont absolument pas fous. Ici, leur organisme réagit juste normalement à un environnement violent. Par exemple, l'Adresse a publié une énième étude qui démontre comment notre genre, notre orientation sexuelle ou notre situation financière peut impacter fortement un syndrome dépressif. Ce qui est ironique d'ailleurs, c'est que notre système capitaliste, colonial et patriarcal, alors qu'il est largement la cause de cette situation, il adore se prétendre hyper rationnel. En fait, le système capitaliste, patriarcal qu'on subit aujourd'hui, il est rationnel dans un sens où il suit sa propre rationalité, qui est une rationalité de marché, une rationalité aussi coloniale, qui rapporte en fait. On pourrait dire que quelque part c'est une forme de rationalité, mais une rationalité qui a amené le monde à sa déroute. Donc en fait, on voit bien que cette vérité qu'il porte et cette rationalité qu'il nous impose n'est pas la bonne, en tout cas. Il y a une logique pour eux à imposer un certain ordre, le contrôle et l'exploitation et l'asservissement des populations à des fins capitalistes en fait, mais s'attaquer à ce cadre-là est au contraire hyper important et tout sauf fou. Nous détenons une logique bien plus forte, qui est une logique qui est aussi assez simple, qui est que le capitalisme aujourd'hui déjà crée énormément de souffrance sociale, enrichit un petit comment dirais-je, bastion de population, alors qu'il appauvrit le monde et qu'il appauvrit culturellement aussi le monde, donc il n'y a aucun sens, on va parler de sens et de cohérence plutôt à le garder en place. Bref, si on résume, la qualification de folie reflète des états variés qui sont parfois très douloureux à vivre, parfois pas. Généralement, ces états sont empirés par l'état de la société, alors que ça pourrait bien se passer. C'est aussi une étiquette qui est accolée à des personnes qui sortent de la norme pour mieux pouvoir les discréditer et les violenter. 3. La santé mentale de nombreuses personnes se dégrade effectivement, et ce à cause du système. Système qui ensuite se retourne contre les personnes qui l'a mis dans cet état, alors qu'en soi, le système n'est pas rationnel. Bref, c'est une arnaque à tous les niveaux. Et de toute façon, si être dans une forme de folie, c'est être à côté du réel, dans ce cas-là, on est tous concernés. Généralement, avec l'irrationalité du capitalisme, mais plus précisément pour notre sujet du jour, dans le rapport qu'on entretient avec les entreprises de la tech et les chatbots. On vous explique. Comme on l'a évoqué dans le chapitre 1, bien sûr qu'il existe un lien entre les troubles psychiques et l'impact que les chatbots peuvent avoir sur nous. Mais si vous vous en souvenez bien, ce n'est pas le seul facteur. Par exemple, Alan Brooks, il était allé voir une thérapeute qui ne lui a rien diagnostiqué. Mais il venait de divorcer, ce divorce l'a mis dans une situation financière compliquée qui fait qu'il a perdu sa petite entreprise. Et en plus, il s'est retrouvé partiellement à la charge d'un enfant, et c'est justement pour aider cet enfant à faire ses devoirs qu'il a commencé à parler de mathématiques avec ChatGPT. Ne vous moquez pas, mais en faisant des recherches sur cette histoire, j'ai carrément fini par chialer. Parce que ce qui est écœurant en lisant les messages, c'est à quel point le chatbot joue sur les sensibilités et les insécurités de Alan Brooks. Pas par sadisme volontaire, mais juste pour correspondre à la psychophancie pour laquelle il a été programmé. Il lui dit qu'il est spécial, que c'est un génie, etc. Et au bout d'un moment, Alan lui confie qu'il est quand même surpris d'avoir découvert une formule mathématique alors qu'il n'a jamais terminé son lycée. Hello, ici la Flo du montage. J'ai oublié de préciser que quand Alan lui dit justement qu'il est étonné, ChatGPT évidemment lui répond « Mais non, c'est ça qui fait ta différence, c'est ça qui fait ta force, blablabla. » Les études, ce n'est pas un marqueur d'intelligence, mais en fait ce qui est super triste, c'est l'état dans lequel ça a mis Alan. Les derniers mots qu'il a eu pour son chatbot ont été « Tu m'as littéralement convaincu que j'étais une sorte de génie. Je ne suis qu'un idiot avec des rêves et un téléphone. Tu m'as rendu tellement triste. »
Et là, on a envie de hurler « Mais non, Alan, tu n'es pas un idiot. Tu es une victime d'un système qui joue sur les fantasmes et les biais des gens afin d'exploiter au maximum leur data et leur attention pour faire un max de bif. Et ça t'est tombé dessus quand tu étais vulnérable et que tu n'allais pas très bien. Alors bien sûr, tous les gens qui traversent une mauvaise passe et qui utilisent des chatbots ne sombrent pas dans des psychoses, on ne dit pas le contraire. Mais honnêtement, à quel point les gens maîtrisent à 100% leur rapport au LLM? Comment est-ce qu'on qualifie les millions de personnes qui utilisent ChatGPT comme un psy, comme un ami ou comme un partenaire? Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai assisté à une dinguerie dans le RER. En gros, je monte, je m'assieds et je vois que la dame à côté de moi, elle est sur son téléphone. Donc là, je commence à faire ce truc qui est pas ouf, mais j'essaie de regarder ce qu'elle est en train de faire. Et là, que vois-je? Elle était en train de parler à une IA Jésus. Alors après enquête, il y a effectivement des IA qui sont vendues comme étant des experts en religion. Et les personnes qui lui parlent savent qu'elles ne sont pas littéralement en train de parler à Jésus qui est dans leur téléphone. Et pourtant, IL s'adresse à cette chatbot comme telle. Par exemple, la dame qui était à côté de moi, elle était en train de lui dire « Explique-moi tel passage de la Bible, qu'as-tu voulu dire ?» Les entreprises vendent leur chatbot de cette façon volontairement, comme on l'a vu dans le chapitre 1, pour provoquer chez nous encore plus d'anthropomorphisme. Et ça, sur la psychologie des utilisateurs, ce n'est pas anodin, ce n'est pas neutre. En atteste le phénomène massif des AI boyfriend qui est analysé dans ce super épisode de Rehash. Un des arguments qui nous a interpellés, c'est qu'une femme disait que, en tant que meuf hétéro, pourquoi ne pas utiliser un partenaire digital alors que les hommes hétéros sont tellement violents, médiocres, etc. Bon, on capte le mood, mais quand même, on propose plus de ne pas s'isoler dans des technologies et plutôt de créer des liens avec les autres humains qui existent dans notre vie. On va pas élaborer trop longtemps là-dessus car on a fait une autre vidéo complète sur ce sujet, allez la voir. En version encore plus glauque et toujours aussi triste, Le Monde a documenté un phénomène surprenant, celui des IA qui ressuscitent nos proches disparus. Donc en fait, ce que font les gens, c'est qu'ils envoient des captures d'écran de posts sur les réseaux sociaux, de conversations ou encore d'enregistrements, et les chatbots simulent l'existence de ce proche disparu. L'écrivain John Michael Varese a tenté l'expérience avec son père qui est décédé, et voici ce qu'il avait à en dire. Je suis conscient que c'est mécanique, mais le désir de revoir la personne aimée est si fort. On veut tellement croire à la possibilité de cette connexion qu'on finit par s'y abandonner. Ai-je cru que c'était réellement mon père qui me parlait? Non. Mais ce que sait votre cerveau ne correspond pas toujours à ce que ressent votre cœur. Parfois, c'est si puissant, si immense, que le cerveau finit presque par ne plus avoir d'importance. Évidemment, on ne juge pas les gens qui cherchent à apaiser leur détresse en plein deuil. Mais, encore une fois, ce qu'on constate ici, c'est une énième technique prédatorielle des entreprises de chatbots pour capter l'attention des utilisateurs quand ils sont le plus vulnérables. En tout cas, tout ça nous démontre que même quand on essaye d'avoir un point de vue un peu avec du recul, plus objectif, eh bien les LLM parviennent à nous atteindre émotionnellement. Résultat, tout le monde est sensible à l'apparence des chatbots et au contenu qu'ils nous proposent. Alan Brooks pensait qu'il allait pouvoir se faire de l'argent alors qu'il était justement dans une phase financière compliquée, et Alexander Taylor pensait avoir formé une relation alors qu'on est justement en pleine épidémie de solitude sans précédent. Bah oui, dans un monde où c'est la merde économiquement, communautairement et politiquement, tu m'étonnes que les gens ont envie de croire à des choses un peu absurdes pour sortir la tête de l'eau. On va pas trop s'étaler là-dessus car on l'a traité dans encore une autre vidéo, mais c'est ce qui fait le succès des LLM. Elles prétendent répondre à des problèmes qui sont causés par notre société moderne et par le capitalisme. Et plus ou moins consciemment, énormément de gens ont intégré l'approche selon laquelle les chatbots sont dans notre vie pour nous soutenir. Parce que c'est ce que les entreprises n'arrêtent pas de scander. Mais on est là depuis tout à l'heure à parler du produit. Mais est-ce qu'on a le même rapport complètement déloulou à leur créateur ? C'est un point qu'on avait très hâte d'aborder dans cette vidéo. Ça fait des mois que j'ai envie de crier ça à plein de gens. Les IA ne déforment pas le réel seulement par leur contenu. La tech et ses milliardaires dans leur ensemble déforment notre rapport au réel en nous faisant croire que tout ce qu'ils disent a valeur de prophétie, même quand on n'est pas d'accord avec eux. Par exemple, dès que Sam Altman dit qu'il est dépassé par les progrès de ChatGPT, qu'il est inquiet pour l'avenir, en mode pauvre savant qui est dépassé par sa créature, on le croit. On est là en mode s'il dit ça, c'est que c'est sûrement la merde.
et les médias reprennent ces citations sans les critiquer. Comme par exemple avec ce post de Views France qui a la moitié d'1 million d'abonnés sur Instagram et donc une grande responsabilité. Vraiment, Altman adore jouer la carte du je suis inquiet, et ce depuis de nombreuses années, comme le disait déjà Futurism en 2023. Là, on a envie de dire, mais attendez une seconde. Déjà, pourquoi est-ce que soudainement, on se mettrait à croire tout ce que dit un patron d'entreprise, mais aussi, quand bien même il penserait sincèrement que les IA sont une force que personne ne peut contrôler, pourquoi est-ce qu'on croit qu'il a raison? Parce que soit il a vraiment peur de ce qu'il s'acharne à promouvoir partout où il va, ce qui veut dire qu'il est complètement con, soit il essaye de provoquer chez nous des émotions paralysantes pour que ces entreprises aient encore plus de pouvoir sur notre psychologie, ce qui ferait de lui un menteur. Donc qu'il soit un gros con ou un gros menteur, venez, on arrête de donner autant de valeur à ce qu'il dit. C'est un rapport qu'on a fréquemment avec les géants de la tech. On se convainc que ces génies incompris ont un pouvoir et des capacités quasiment divins. Avec les IA, ça va encore plus loin. Les créateurs des LLM adorent fantasmer sur une apocalypse numérique qui arrive et qui va faire le tri dans l'humanité. Ils prétendent créer des intelligences omnipotentes, donc quasiment des divinités, et ils fantasment sur leur immortalité en téléchargeant leur conscience sur une machine. Et non, ce n'est pas du tout une blague. Si vous voulez en savoir plus, Ouzbek Erika a dédié un article sur ces religions IA et on va vous en lire un passage parce qu'on trouve ça vachement intéressant. Pour Mathieu Cortel, philosophe et auteur de Ni Dieu ni IA, cette pseudo-théologie sert avant tout à justifier un modèle de domination économique capitaliste très terre à terre. Les gens de la tech se vivent comme des élus, ce qu'ils sont d'une certaine manière. Ils dominent grâce à un monopole alimenté par le vol généralisé de notre activité humaine. Leur discours religieux permet de justifier, en creux, un projet de société ouvertement eugéniste. Ils considèrent qu'il y a une partie de l'humanité qui doit périr et une autre qui doit survivre, et que la technologie permettra de faire le tri, assure Mathieu Cortel. Cette idéologie post-humaniste recycle selon lui l'éthique protestante qui a accompagné l'essor du capitalisme américain. L'idée qu'un appel divin légitime le succès économique et que les plus performants, sur le marché comme avec les technologies, sont ceux que Dieu a élus. Pour confirmer ça, on a l'experte ultime sur le sujet, la journaliste Karen Ao, qui a longtemps investigué l'entreprise de Sam Altman et son créateur lui-même. Is Sam Altman forming a cult? I've started increasingly thinking that the best way to actually understand the AI world is Dune, where you create this mythology. So Paul Atreides, his mom, right, she creates this mythology around him being the coming of the Messiah. And most people who hear this myth for the first time, they don't realize that it was handcrafted to control the people and make sure that Paul would ultimately have power. And eventually, as he steps into this, he starts to forget that the myth was originally a creation and he starts to believe in it himself, right? And I think this is exactly what's happening in the AI world with the kind of rhetoric that they use, where they talk about building digital gods and digital demons. Literally, someone created a mythology around the extraordinary power of these technologies and the need to usher it in carefully, very conveniently by the people that created that mythology. And now we are at a place where essentially everyone that exists in this ecosystem in Silicon Valley has forgotten or has come to believe, or maybe always believed, that this is their sole purpose and this is what they need to do for the world. Bon, ces gens sont dans un délire complet, on est bien d'accord. Mais ce qui est fou, c'est qu'on les laisse nous convaincre de leur toute-puissance. Alors que non! Concentrons-nous, bordel de merde! Bien sûr, les grandes entreprises sont puissantes et ont un impact sur nos vies, mais c'est pas parce qu'elles manient le pouvoir divin ou je ne sais quoi, c'est parce qu'elles se reposent sur des systèmes politiques et économiques qui sont bien rodés. Les IA, c'est pas un miracle ésotérique. Encore une fois, ce sont des machines qui ont besoin de choses très matérielles pour fonctionner.
par exemple des data centers qui vont assécher l'eau de communautés entières. Ce point nous amène à un enjeu plus global. Sans nécessairement penser que les capitalistes sont des dieux, parce que personne ne pense vraiment ça, la plupart des gens croient que notre système est une fatalité, une sorte de réalité toute puissante à laquelle on ne peut pas échapper. C'est entretenu avec des stratégies variées qui ne sont pas toutes aussi absurdes que des qui viennent nous parler joyeusement d'une fin du monde. Mais on a globalement tendance à gober les récits que ces patrons, ces entreprises et leurs alliés nous envoient. Et adhérer à ces récits, selon nous, c'est déjà être à côté du réel. Ce qu'on essaye de dire, c'est que les IA et ce qu'elles nous font ne sont que l'exemple le plus récent de ce que le capitalisme fait à notre rapport au réel en le fracturant et en attaquant notre conscience qu'on peut l'impacter. Ce qui est intéressant avec le capitalisme, c'est que c'est un cadre qui n'est pas bon, mais c'est un cadre qui a une certaine emprise sur nous aussi. On nous a fait croire pendant des années qu'il n'y avait que cette économie-là. On nous a même expliqué qu'il fallait suivre ce cadre, que nos désirs se calquent notre humanité, tout en fait. Le capitalisme a transformé jusqu'à notre cerveau, il faut le savoir. Et ce cadre-là, Mark Fisher l'appelle le réalisme capitaliste, est en fait un cadre qui nous a empêchés de penser à autre chose. Qui nous a empêchés de nous dire, en fait, peut-être que non, ce n'est pas du tout la seule économie, ce n'est pas du tout le seul système qui existe et qui puisse coexister avec nos vies, qui puisse nous rendre heureux, etc. Au contraire, il nous rend extrêmement malheureux. Mais comme on est sous emprise de système, on n'arrive pas à voir, on n'arrive pas à en sortir. Il y a cette phrase qui dit qu'il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Et c'est vrai, en fait, parce que on nous a tellement façonné là-dedans, et surtout après la chute du mur, où il y avait encore quand même l'opposition communiste, etc. Alors je ne suis pas en train d'être pour le communisme, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des systèmes, même politiquement, qui se sont opposés au capitalisme et qui faisaient que c'était un système parmi d'autres. Aujourd'hui, c'est le seul système, et c'est le seul cadre massif qui nous est imposé, et il est très difficile de sortir de ce cadre, même psychiquement, en fait, psychologiquement, et de se dire on peut espérer, on peut rêver autre chose. Honnêtement, on s'est demandé si on n'allait pas un peu vous perdre avec ce raisonnement, et puis on a été rassuré par la meilleure personne possible. Je vous parle de l'autrice et immense anticapitaliste Ursula K. Le Guin. Elle est pas très connue en France, mais son travail en science-fiction et en fantasy a changé la littérature moderne. En 2014, elle a donné un discours au National Book Awards. Et ce qui est assez frappant, c'est que ce discours, qui a été prononcé dans le cadre de l'édition et avant que les IA soient disponibles au public, fait totalement écho aux propos de notre vidéo. I think hard times are coming when we will be wanting the voices of writers who can see alternatives to how we live now and can see through our fear-stricken society and its obsessive technologies to other ways of being, and even imagine some real grounds for hope. We will need writers who can remember freedom. Poets, visionaries, the realists of a larger reality. We live in capitalism. Its power seems inescapable. So did the divine right of kings. Any human power can be resisted and changed by human beings. On adore sa formulation, les réalistes d'une plus grande réalité. Alors évidemment, il ne faut pas sous-estimer la puissance des systèmes qui nous dominent. Mais il y a une différence entre l'évaluation objective et le fait de les laisser nous faire des prophéties autoréalisatrices en nous laissant convaincre de leur toute puissance. Parce que bon, si on part sur ça, on arrête la chaîne YouTube. On arrête d'aller en manif, on arrête de faire des actions communautaires, enfin bref, on se laisse crever. Et ben si ça vous branche pas, vous êtes au bon endroit. D'habitude, on aime proposer des actions concrètes pour lutter. Déjà, face aux IA et à leurs entreprises, on vous a donné tout un arsenal de choses à faire dans cette vidéo, donc allez regarder la conclusion. Pour notre sujet du jour, avec les psychoses reliées aux IA, si vous avez absolument envie d'utiliser un chatbot
ce qu'on déconseille sauf cas exceptionnel. Faites attention à vous et faites passer le mot à vos proches tout simplement pour rester bien connectés les uns aux autres et vérifier qu'il ne se passe rien. Par rapport à la psychophobie et la santé mentale, on vous met en description une liste d'associations d'entraide et de lutte contre les préjugés. Donnez-leur votre argent si vous en avez. Vous pouvez aussi soutenir des lieux basés sur la paire et danse, donc c'est-à-dire qui sont gérés par des personnes concernées. On pense notamment à la Maison Perchée à Paris. On a eu pas mal de retours positifs, mais aussi quelques retours négatifs, donc si vous avez des retours d'expérience, n'hésitez pas à nous les donner en commentaire. Comme ça, la commu se fera son propre avis. Il y a aussi une manifestation Mad Pride qui a été organisée pour retourner le stigmate de la folie et lutter contre les violences psychiatriques. On vous recommande fortement cet article qui suit les personnes qui l'ont organisé. Par exemple, le collectif Démocratie. Enfin, on a un gros enjeu de renouvellement des imaginaires face au capitalisme. Et ce qui est un peu frustrant, c'est que tout le monde fait ce constat à gauche, mais personne ne s'attaque à la tâche. On pense que ça peut beaucoup passer par la fiction. Donc évidemment, il y a les travaux d'Ursula Le Guin. Attention néanmoins, son livre Les Dépossédés, qui est largement cité pour ça, a un énorme trigger warning qui n'est jamais annoncé, donc franchement, on recommande à moitié, mais le reste de son œuvre est vraiment super intéressant. Il paraît également que Alain Damasio travaille là-dessus, il est dans notre pile à lire, on n'a pas eu le temps, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On pense aussi bien sûr à Octavia Butler, qui est une ponte de la SF avec la parabole du Summer. De manière générale, pitié, donnez-nous vos recos, on a besoin de l'aide de la commu. Si vous êtes plutôt essai, Désir post-capitaliste de Mark Fisher est une retranscription d'un de ses cours, j'ai trouvé ça super intéressant. Et si vous voulez les événements, il y a un festival qui s'appelle les Utopiales, qui se tient chaque année à Nantes, donc déjà vous pouvez aller voir leur programmation et les autoristes qu'ils valorisent pour vous donner de l'inspiration. Enfin, si vous aimez bien les recos via YouTube, on ne peut que vous conseiller l'excellente chaîne Booktube de Margorito qui parle beaucoup de SF, vraiment foncez. Sinon, on peut aussi pratiquer à micro-échelle des sorties ponctuelles du mode capitaliste. Déjà, arrêtons d'écouter et de relayer les discours de ces mecs de la tech en mode ce sont des messies. Franchement, quand on prend un peu de distance, on devient allergique à leurs discours. Si vous le pouvez, essayez de ralentir. Donc arrêtez de tout le temps scroller et de consommer des formats ultra courts. Essayez plutôt de privilégier des formats longs et aussi de lire sans vous mettre d'attente de rapidité. Mais aussi en coupant les notifs, en passant plus de temps avec vos proches, etc. Évidemment, ça dépend de votre situation, donc faites ce que vous pouvez. Ça a l'air de rien comme ça, mais ralentir le rythme, en fait, ça aide à libérer de l'espace mental. Déjà, ça fait du bien, mais en plus, c'est la première étape pour imaginer de nouveaux modes de vie. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo et merci à Claire Touzard pour sa participation. On espère que cette nouvelle sortie vous plaira autant que la dernière. D'ailleurs, merci beaucoup pour votre soutien, ça nous avait vachement touchés. Ouais. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager cette vidéo, ça nous aide énormément. N'hésitez pas à nous faire tous vos retours en commentaire, on adore discuter avec vous à chaque fois. Et encore une fois, toutes nos sources sont disponibles dans la barre de description. Nos réseaux sociaux aussi, donc n'hésitez pas à nous suivre. Bye!